Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Je suis trop, mais sauf qu'avant, je le vivais mal, en fait. Ce trop, j'avais l'impression que c'était un fardeau, une tare, un handicap. Je le vivais hyper mal, d'être toujours un peu plus que les autres. J'avais toujours l'impression d'être trop par rapport aux autres, trop enthousiaste, trop prise de tête, trop stressée, trop émotive. Et donc, je le vivais hyper mal parce que je comprenais pas comment ça pouvait être déjà une force, vu qu'on me le reprochait tout le temps, finalement. On me disait pas, t'es trop joyeuse, c'est bien. Non, t'es trop joyeuse, mais comment on peut... En fait, avec le recul et quand j'ai compris l'hypersensibilité, je me suis dit, mais comment on peut reprocher à quelqu'un d'être trop content ? Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Aujourd'hui, nous allons papoter hypersensibilité. Alors pourquoi ? Eh bien parce que selon les études, l'hypersensibilité concernerait 15 à 30% de la population. Le modèle de la sensibilité du traitement sensoriel d'Aron et Aron, c'est ça ? C'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Hélène Aron, ouais. Ouais, merci. Caractérise ce trouble par une facilité d'excitation, un seuil sensoriel bas et une sensibilité esthétique. Alors mon regard là que je lançais sur la gauche, c'était un regard vers mon invité qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Jennifer Ettoré. Bonjour Sandra. Alors Jennifer Ettoré, je peux dire l'âge ? Oui, bien sûr. Juste histoire de dire oui, que vous êtes bien plus jeune que moi. Enfin, que tu es bien plus jeune que moi d'ailleurs, parce qu'on va se tutoyer. Tu as 30 ans. Oui. Tu es à la tête du compte Instagram qui s'appelle @supersensibilité. Ouais. Et tu as... Regardez-moi cette pépite, écrit un livre hypersensible du fardeau barré au cadeau aux éditions Solar, où tu parles d'hypersensibilité et de ton parcours. On va justement en parler. Je te cite, « Pendant de nombreuses années, j'ai vécu une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Toujours en décalage, on me disait trop sensible, trop différente, trop émotive. » Pour tenter de me faire accepter, je me suis suradaptée aux attentes des autres, jouant un rôle au prix d'un immense vide intérieur. Je continue de te citer. Mon enfance a été ponctuée d'événements douloureux et moralement épuisants, dépression d'un parent, violence verbale et physique, trahison, mensonge, tentative de suicide de ma maman. Et les années suivantes n'ont pas été meilleures puisque je suis tombée dans l'anorexie, l'autodestruction, la dépression et j'ai également vécu une relation amoureuse dite toxique, marquée par la violence verbale et physique. Je ne vivais pas, je survivais. Puis, je te laisse raconter la suite de l'histoire. Vint le confinement. Puis vint le confinement et j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc ça a été au hasard d'une conversation avec des amis, parce que comme tu le disais à travers mon récit, mais j'ai vécu 25 ans, une vie qui n'était pas vraiment la mienne, où je ressentais un immense décalage avec le monde. Finalement, je n'avais pas du tout l'impression d'être à ma place, je ne savais pas où elle était. Et tous les événements qui sont passés dans mon enfance ont finalement créé un immense mal-être. Et donc... je me sentais pas bien. Vraiment, je ne savais pas expliquer pourquoi ni comment. J'avais l'impression d'être différente, d'être anormale, d'être bizarre, d'être malade. Et sans pouvoir l'expliquer finalement. Et donc, en 2020, pendant le confinement, alors que j'étais en alternance, parce que j'ai fait des études de droit, mais un peu pas par hasard, mais par défaut. C'est pas ce que je voulais faire. Et ça se passait pas très bien l'alternance. J'aimais pas du tout ce que je faisais, ni l'entreprise, rien. et en fait, on venait de créer une conversation avec des copines. Et je me prenais la tête parce que j'envoyais des messages à des copines qu'on venait de retrouver en montrant mon enthousiasme. J'étais hyper contente et personne ne me répondait. Et donc, je disais à des copines, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont contentes de me retrouver ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que j'en fais trop ? Elles me disaient oui, comme d'habitude. Et puis après, il y en a une qui m'a dit, tu devrais te renseigner sur l'hypersensibilité, ça te ressemble. Et j'ai commencé à faire des recherches et ça a changé ma vie complètement.
le truc de... Le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je m'en suis jamais servi mal. Qu'est-ce que tu as trouvé, quels sont les signes de l'hypersensibilité concrètement? Alors les signes de l'hypersensibilité, il y a 3 caractéristiques, on va dire. Une caractéristique sensorielle avec l'hyperesthésie. Donc ça va être une exacerbation au niveau des sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Pour donner des exemples concrets, le bruit, ça peut être très très compliqué. Personne n'aime le bruit en général, mais pour les hypersensibles, ça peut être très agressif. Les lumières là, du plateau, c'est agressif? C'est très agressif. Bon, ça l'est déjà pour une personne normale. Mais pour moi, je pense que je vais rentrer, là je vais dormir, je vais être fatiguée, je vais avoir mal à la tête. Les lumières, c'est assez compliqué. Je mets souvent des lunettes de soleil, en plus je les ai oubliées, donc j'étais vraiment pas bien aujourd'hui, parce que même le gris et tout, c'est compliqué. Au niveau des textures, il y a plein de textures qui vont être compliquées à manger. On peut avoir des nausées. Enfin, moi, en tout cas, ça se caractérise comme ça. Mais dès qu'il y a une texture un peu compliquée, un goût bizarre, que je ne supporte pas, je vais avoir des nausées. Au niveau du toucher, pareil. Par exemple, moi, les caresses, je ne supporte pas ça. Ça me fait mal. Ouais. Je fais une pause sur cette phrase. Ça te fait mal. C'est pas juste que tu n'aimes pas. Il y a une douleur associée. Alors, je dis que ça me fait mal parce que c'est tellement désagréable que je ne le supporte pas. En fait, la sensation est vraiment très désagréable. Alors, ça peut faire penser un peu à des troubles autistiques dits comme ça, mais parce qu'en fait, c'est aussi une caractéristique de l'autisme, du trouble du spectre autistique. Donc ça va être l'hyperesthésie, tous ces sens un peu exacerbés. On ne les a pas forcément tous. On ne les a pas forcément tous. Non, ça peut être un ou plusieurs sens. Bon, moi, j'ai la totale. Tant qu'à Avec faire. la vue un petit peu moins, mais le goût très, très prononcé, ça a été vraiment... compliqué depuis que je suis petite avec le goût. Ça a toujours été très très compliqué et j'ai entendu beaucoup de critiques sur ça parce que catégoriser des difficiles, de capricieuses, parce que je voulais pas goûter, manger certaines choses parce que je ne le supportais pas. Personne ne comprenait. Il va y avoir aussi la caractéristique émotionnelle avec des émotions exacerbées, on va dire, démesurées entre guillemets. Certains vont dire exagérées. Moi, j'aime pas ce terme parce que nos émotions, elles sont pas exagérées dans le sens où c'est juste ce qu'on ressent finalement. Alors certes, nos réactions peuvent paraître disproportionnées, mais elles sont que le reflet de ce qu'on ressent intensément. Donc il va y avoir ces émotions un peu qui débordent. Je sais que quand moi je suis contente, je suis très très contente. Quand je suis triste, je suis très très triste. Quand quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle, il y a aussi ce côté là c'est l'hyper-émotivité, mais il y a aussi l'hyper-empathie. Le fait d'absorber les émotions des autres ou l'énergie, le lieu. Quand quelqu'un est stressé, en général, je vais me sentir stressée dans les quelques secondes qui arrivent. Donc, il y a vraiment ces 2 caractéristiques au niveau émotionnel. Et il y a aussi le cognitif. On parle un peu de cerveau en ébullition. En fait, c'est le traitement en profondeur des informations. Donc, on réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup, on pense beaucoup. Comment ? Même en dormant ? C'est une caractéristique. Je ne sais pas si vraiment ça, c'est pour toutes les personnes hypersensibles, parce que j'aime pas non plus faire de généralisation dans le sens où chaque personne est différente. Mais me concernant, je pense que je réfléchis beaucoup en dormant dans le sens où je rêve énormément. Mais vraiment, j'ai une histoire à raconter tous les matins. C'est le rituel avec mon copain. C'est ça le prochain livre. Je raconte mes rêves. Les rêves de Jennifer. C'est incroyable. C'est des rêves rocambolesques. Je rêve beaucoup. Donc, est-ce que c'est un peu parce que mon cerveau, il va à 10 000... Je sais pas, mais en tout cas, je rêve beaucoup. Donc voilà, il y a vraiment ce côté sensoriel, émotionnel et cognitif. Suis-je trop ? Voilà, c'est ce que tu viens de dire, le hyper. Ouais. En fait, on met hyper. Suis-je trop ? Je le prends du livre. Oui, bien sûr, mais je me suis posé cette question longtemps. Suis-je trop ? Voilà, c'est la question que tu t'es souvent posée. Là, aujourd'hui, avec tout le recul nécessaire que tu as, l'écriture du livre, etc., tu réponds quoi à suis-je trop ? Suis-je trop ? Dans un sens, oui. Je suis trop, mais sauf qu'avant, je le vivais mal, en fait. Ce trop, j'avais l'impression que c'était un fardeau, une tare, un handicap. Je le vivais hyper mal, d'être toujours un peu plus que les autres. J'avais toujours l'impression d'être trop par rapport aux autres, trop enthousiaste, trop prise de tête, trop stressée, trop émotive. Et donc, je le vivais hyper mal parce que je comprenais pas comment ça pouvait être déjà une force, vu qu'on me le reprochait tout le temps, finalement. On me disait pas, t'es trop joyeuse, c'est bien. Non, t'es trop joyeuse, mais comment on peut... En fait, avec le recul et quand j'ai compris l'hypersensibilité,
je me suis dit, mais comment on peut reprocher à quelqu'un d'être trop content? Au contraire, on devrait c'est par rapport à une majorité. Voilà, c'est par rapport à la norme. Ce qu'on appelle la norme. La norme, entre guillemets. Voilà, la norme, c'est peut-être pas normal, entre guillemets, de sauter de joie comme un enfant de 5 ans parce qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Mais du coup, moi, je trouvais ça un peu triste parce que je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, de ressentir les émotions hyper intensément. Voilà, décuplées. Alors, certes, quand je suis triste, je suis très, très triste. Mais quand je suis joyeuse, je suis hyper joyeuse. Et du coup, ma vie, elle a plein de saveurs, elle a plein de couleurs. Et ça, je trouve ça génial. Donc oui, je suis peut-être trop encore parce que je le sens dans ma vie, je vais pas réagir de la même façon, je vais prendre les choses très à cœur, je vais m'investir à 1000%, quand il y en a qui vont s'investir à 100%, moi je suis toujours trop tout le temps, mais j'aime ce trop. J'aime sortir un peu des cases. J'aime cette originalité que je peux dégager. Donc, je suis trop, mais je l'accepte et je l'assume. Et en plus, j'en suis contente, quoi. En tout cas, là, c'était peut-être pas le cas au début quand... Non, pas du tout. On est d'accord. Ah, pas du tout. À l'époque, non. Quand je me posais la question, suis-je trop, j'avais plutôt l'impression d'avoir un problème, en fait. Je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas chez moi, en fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi mon problème? En plus, on me le reprochait à travers beaucoup de remarques. Elle était trop sensible, mais on me disait aussi, mais t'as un problème ou quoi? Va te faire soigner. Donc, je me disais, mais c'est que, en fait, je suis différente, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression que je suis peut-être malade, mais je ne sais pas. En fait, malade, je peux mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Et donc, non, ça a été source d'énormes questionnements, d'énormes remises en question, de beaucoup de honte et de culpabilité aussi. Je culpabilisais énormément d'être comme ça, complètement. Et du coup, en fait, je me rappelle des fois où je me prenais la tête parce que des fois vraiment c'était pendant des heures j'étais dans mon lit, je pleurais et je me disais mais pourquoi je suis comme ça, mais qu'est-ce qui va pas, mais du coup en fait il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que je sois comme les autres en fait pour être acceptée. Et je me disais allez, je me faisais des pactes avec moi-même, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je me disais allez Jennifer, demain tu vas arrêter d'être toi, tu vas arrêter de ressentir les choses, tu vas arrêter de parler, tu parles trop, arrête de parler, range-toi. Et je me disais bon ça va fonctionner, je me sentais un peu bien, bien un peu un moment. Ça ne tenait pas dans le temps? Pas du tout. Pas non, parce que dès que j'étais un peu contente, un peu triste, ou j'avais envie de parler, mon naturel revenait au galop. Et donc après, c'était encore la culpabilité qui m'assassinait. Vraiment, c'était beaucoup de conflits intérieurs et vraiment, je me sentais vraiment très mal. Concrètement, comment on sait qu'on est hypersensible? C'est ce que tu as décrit en symptômes ou, je ne sais pas, il y a peut-être un test à faire avec un psychologue? Est-ce que tu aurais la réponse à cette question? Alors déjà, moi je ne parle pas de symptômes parce que symptômes, ça fait penser un peu à maladie alors que ce n'est pas une maladie. Je parle plutôt de caractéristiques ou de manifestations. Alors, l'hypersensibilité, il n'y a pas aujourd'hui... Il y a des tests qui ont été validés scientifiquement très récemment en 2022 et je crois qu'il y en a en cours en 2024. Mais ce n'est pas des tests qui sont des diagnostics. En fait, le diagnostic n'existe pas pour l'hypersensibilité. En revanche, il y a des tests qui sont gratuits en ligne, mais c'est plus en fait des tests qui permettent de s'introspecter et de voir, de dire ok, j'ai ces caractéristiques-là. Ça ressemble à l'hypersensibilité. En fait, les spécialistes comme Sergio Tomazzella ou encore Fabrice Midal, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité, disent que la meilleure façon de savoir qu'on est hypersensible, c'est par rapport en fait à ses lectures, à ses recherches, le fait de s'identifier à travers ces caractéristiques. C'est la meilleure façon de se dire hypersensible. Après, il y en a beaucoup qui reprochent cela parce qu'ils vont dire mais il faut se faire diagnostiquer ou il faut faire un test. Malheureusement, il n'en existe pas. Ou en fait, il y a des tests qui vont être réalisés, mais souvent c'est des tests qui ont été créés par des psychologues, par rapport à leur recherche, en fait, c'est pas des tests validés en France. Donc voilà, moi je sais que j'ai réalisé les tests qui avaient été mis en ligne gratuitement par Hélène Aron sur son site internet notamment, mais j'ai pas fait de test officiel parce que déjà à l'époque il n'y en avait pas, et ensuite parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Après, si la personne elle a besoin d'avoir une tierce personne qui va lui dire oui, c'est ça ressemble à l'hypersensibilité, tu es hypersensible, et de l'aider à poser des mots, dans ce cas, je peux encourager les gens à le faire. Mais c'est pas une obligation en tant que telle. Donc c'est aussi ça qui est reproché à l'hypersensibilité finalement, c'est que tout le monde peut se définir hypersensible et que ça peut être un autodiagnostic. Et c'est là un peu tout le problème entre guillemets qu'il y a autour de l'hypersensibilité, où on va lui reprocher que c'est un mot fourre-tout. C'est ça. Donc c'est ça. Mais je peux pas non plus être en désaccord avec ça parce que c'est vrai que aujourd'hui, on relie beaucoup de choses à l'hypersensibilité.
alors que finalement, c'est ces 3 caractéristiques essentielles. Parce qu'il faudrait que ça soit plus cadré, exactement, des tests pour être sûr. Il faudrait ça, plus de recherche scientifique, plus d'accord aussi entre les spécialistes, parce qu'en fait, un spécialiste peut être totalement en désaccord avec un autre sur le même sujet. C'est très dur de trouver un consensus autour de l'hypersensibilité. Souvent, moi, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'avais besoin d'avoir des réponses claires et j'en ai pas beaucoup trouvé. Donc, j'ai essayé, en fait, à travers les différents spécialistes, d'en faire confiance à un plus qu'un autre et à travers ça, en fait, de trouver aussi un peu le vrai du faux, parce qu'il y en a qui va dire oui, le test est obligatoire, tandis que d'autres va dire non, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec l'hypersensibilité et je comprends les personnes qui peuvent dire que, voilà, on peut dire tout et n'importe quoi à travers ce mot, sauf que ça existe. Il y a quand même 30% de la population, 15 à 30% qui se reconnaît à travers ces caractéristiques. Maintenant, attention à ne pas s'enfermer exclusivement dans l'hypersensibilité. Ah oui, complètement. Et est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Alors, je n'aurais pas la question sur les enfants. Hypersensibilité, hyper-empathie aussi. Tu en parles dans ton livre. Oui. On te l'a reproché aussi. Bien sûr. En fait, quand on est hyper trop bien, si j'ose dire, c'est hyper pas simple. Quand on est hyper, parce que hyper trop bien, souvent quand on le vit mal, on n'est pas hyper trop bien, on est hyper trop pas bien. Ouais, généralement, c'est ça. Mais quand on est hyper, entre guillemets, donc pareil, le mot hyper est en ce moment un peu remis en question parce qu'on parle plutôt de... Il y en a qui vont dire la haute sensibilité pour pas que le terme hyper, finalement, donne cette connotation négative à la sensibilité. Donc, moi, je parle d'hypersensibilité parce que finalement, c'est le mot qui est un peu plus adopté par la plus large population. C'est ce que les gens comprennent. Voilà. C'est le moyen aussi de s'adresser au plus grand nombre. Mais du coup, quand on est dans le trop, ça va toujours nous être reproché. Moi, je sais que par rapport à l'hyper-empathie, ce qui m'était beaucoup reproché, c'est déjà, on ne me comprenait pas. On ne me comprenait pas pourquoi je pouvais me mettre dans des états pareils, entre guillemets, pour quelque chose qui ne me concernait pas. Mais la souffrance, moi, je la ressens tellement fort que je sais pas, quelqu'un qui m'apprend une... j'ai un exemple, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais j'avais une tante un peu éloignée qui avait son conjoint que je connaissais depuis pas très longtemps, j'étais pas très proche, et qui m'annonçait en fait qu'il était malade et qu'il allait mourir. Et tout le monde était triste, mais ça allait en fait. Mais moi, je me suis mis dans des états, mais pendant plusieurs jours, j'ai pleuré, je me mettais à la place de ses enfants en me disant mais comment ils peuvent dire au revoir à leur père, ça doit être un moment hyper douloureux. Je me mettais à sa place à elle, je me mettais à sa place à lui, je me disais mais qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit ressentir, et je me mettais mais hyper mal. Et là on me disait mais pourquoi tu te mets dans des états pareils, tu le connais pas trop, pourquoi tu ressens ça? Et alors que je me disais mais on me reproche ça, mais je ressens ça. Alors, c'est pas normal de ressentir ça, finalement, si on me le reproche. Et donc, c'est beaucoup de remise en question. Très compliqué, et d'où l'intérêt d'en parler, et dans le livre, et aujourd'hui, et le plus possible, pour qu'on puisse mieux comprendre. Mieux comprendre. Pas dire, va te faire soigner, comme ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr que quand... Bon, c'était aussi à une autre époque, c'est pas bien pour sûr. Non plus excuser totalement. Ça doit se dire à personne, va te faire soigner, peu importe ce qu'on est ou ce qu'on ressent. Mais voilà, c'était une autre époque, les émotions n'étaient pas... on n'en parlait pas autant que maintenant, parce que je dirais pas accepter, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais le fait d'en parler aussi, c'est pour dire aux gens, aux personnes que, de toute façon, quelle que soit l'émotion que la personne ressent, à partir du moment qu'elle la ressent, elle est légitime. On ne peut pas ne peut pas remettre en question une émotion que l'on ressent, puisque si on la ressent, c'est qu'elle doit être ressentie en fait. Donc je ne comprends pas en fait le fait qu'on remette tout le temps, constamment en question des émotions. Je ressens une émotion, je décide pas de la ressentir en fait. Donc c'est ça aussi que je veux dire, c'est que déculpabiliser les personnes de ressentir peut-être aussi fort. C'est parce qu'on sort des normes, je pense. Bien sûr. C'est ça, dès qu'on sort des normes, ça fait peur. T'es trop grand, t'es trop petit. On a envie de nous mettre dans des cases, de nous ranger, là, mais sauf qu'on déborde. Donc, voilà. Et ça a du bon de déborder, quand même. Moi, je trouve ça... on va y venir après, mais si le titre fardeau a été barré dans le livre, c'est que c'est peut-être un cadeau. Je tenais à ce qu'il soit barré. L'anxiété. Ouf. Eh oui, on va parler rapidement off, mais on va en parler vraiment là. Ouais. L'anxiété et Jennifer. Ouais, l'anxiété et Jennifer, c'est une grande histoire, pas d'amour. Pas d'amour. D'ailleurs, je profite de ce sujet aussi parce que j'en parle un peu dans le livre, mais souvent aussi, malheureusement, il y a beaucoup de généralités sur l'hypersensibilité et on associe beaucoup de caractéristiques à l'hypersensibilité alors que c'est pas l'hypersensibilité, notamment l'anxiété. On va beaucoup dire que, par exemple, toutes les personnes hypersensibles sont anxieuses.
Non. Non, parce que déjà, l'anxiété et l'hypersensibilité, ce sont quand même deux choses différentes. Les personnes hypersensibles peuvent ressentir de l'anxiété et souvent, il y en a beaucoup qui en ressentent. C'est vrai. Mais par contre, j'aime pas le fait que... En fait, si on dit, oui, voilà, les personnes hypersensibles sont anxieuses, déjà, ça donne une certaine fatalité à la chose. Dans le sens où, bah, voilà, c'est à cause de l'hypersensibilité. Si je suis anxieux, je peux rien faire d'autre. Alors que quand on dissocie les deux caractéristiques, on peut travailler sur chacune de ces caractéristiques. Donc ça, c'est important de le dire parce que bah, moi, je pensais qu'à un moment, c'était normal d'être anxieuse puisque je suis hypersensible et du coup, j'ai mis du temps avant de me faire soigner au niveau de l'anxiété. Maintenant, l'anxiété, donc ça, c'est à côté de l'hypersensibilité. J'ai toujours été très anxieuse, vraiment toujours, mais en fait, c'était tellement ma norme à l'époque que je ne savais pas que j'étais anxieuse. C'est-à-dire que pour moi, c'était hyper normal de m'inquiéter tout le temps, de voir la catastrophe arriver chaque fois, d'être dans l'hypervigilance tout le temps. C'était ma normalité. Et je ne concevais pas que les gens ne soient pas comme moi, en fait. Et donc, c'est que quand j'ai rencontré mon copain, qui lui, beaucoup moins anxieux que moi. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne voit pas le monde comme moi? Pourquoi moi, je le vois comme un danger? Et lui, il voit ça comme une opportunité, en fait. Je ne sais pas, conduire dans Paris, pour moi, j'allais avoir un accident, c'était la catastrophe, alors que lui, il conduisait avec une facilité. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Donc, j'ai essayé de me mettre un peu à sa place et ça m'avait aidé un peu à l'anxiété. Mais sauf que là, en 2023, je pense que j'avais un trouble anxieux généralisé depuis longtemps. Sauf que, bon, voilà, l'épuisement professionnel, des épreuves difficiles, personnelles. Et ça, j'ai fait une décompensation psychique qui a fait que mon corps m'a dit merde. Donc, il n'y a plus rien qui répondait. Et ça a été la descente aux enfers. Mais je peux en parler parce que que tu as remonté de la descente. Je me suis fait suivre psychologiquement parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Pendant 6 mois, ça a été... Aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai tenu, ni même comment j'ai travaillé, ni même comment j'ai vécu en fait avec ça. Descente aux enfers, mais tu as continué à travailler et à garder une vie quasi normale. En apparence, j'entends. En apparence, parce qu'en fait, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. En fait, moi, c'était surtout par rapport à la santé. Donc l'hypocondrie, qu'on appelle aujourd'hui, mais maintenant, on parle de TAC de santé aussi. Donc je pensais chaque seconde que j'allais mourir d'une maladie grave. Et donc ça, c'est aussi très stigmatisé, on en parle peu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu honteux d'avoir toujours peur d'avoir une maladie, on ne te prend pas au sérieux. Et donc, on associe ça de la faiblesse. Ouais, mais complètement, et en fait, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi tu vas pas bien? T'as un beau métier, ta vie, elle est belle, t'as tout pour être heureuse, t'as pas à être mal. Ouais, mais en fait, ça, je le décide pas. Et donc, ça a été toute la journée, enfin, j'avais des tensions musculaires terribles, des pensées noires. J'en étais venue à avoir des idées noires, tellement que en fait, l'anxiété avait pris totalement... Possession. Mais possession. Je ne pensais à rien d'autre qu'à ça, que j'allais mourir et qu'il fallait absolument que je réalise mes rêves avant de mourir. Donc ça a duré bien 6 mois. Je ne pensais il faut que je réalise mes rêves. Ouais, ça c'est avant un peu de mourir. Ouais, c'était. Il y avait une sacrée lumière là dans un coin. Une urgence de vivre. Ça c'était au début, c'est ce qui m'a un peu conduit aux enfers. Ah non, c'est ce qui m'a un peu conduit aux enfers. Oui, j'ai pas remis les choses dans le contexte, mais ça c'est un peu ce qui m'a amené là où j'ai pris le mur en pleine face. Et parce que j'avais cette urgence de vivre en fait. Et une fois que mon corps il m'a dit de toute façon tu pourras plus rien faire, ou en tout cas ta tête tu pourras plus rien faire. Là j'ai commencé, ça a été très très compliqué, 6 mois de pensées horribles, des douleurs physiques très 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 intenses. Je pleurais tous les jours, j'arrivais plus à travailler, vraiment c'était compliqué, mais ça me permettait quelquefois de déconnecter, mais c'était très peu, hein, vraiment la vie en suspens pendant 6 mois. Et j'ai fait hypnose, kinésiologie. C'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce qui a fait que... J'ai essayé beaucoup de choses parce qu'en fait je me suis dit je sais pas comment je vais faire pour revivre. Donc, il faut que je me fasse aider à tout prix. J'ai essayé psychologue plusieurs fois. Je ne trouvais pas le bon psychologue, à chaque fois la bonne approche. Après, j'ai fait de l'hypnose qui m'avait aidé sur le moment. Ça m'avait aidé à sortir la tête de l'eau.
Mais je pense que le trouble était trop installé pour que ça m'aide. Il fallait faire un travail en profondeur, à mon avis, je pense. Donc ça m'a pas aidé. Après, j'ai fait de la kinésiologie pendant quelques séances, mais je disais, mais ça n'avance pas, en fait. Il me faut là tout de suite. Peut-être que tout a aidé. Tout a m'aidé. Ouais, tout a aidé, mais tu ne t'en es pas rendu compte sur le moment. C'est l'accumulation. Exactement. De toutes ces petites choses. C'est ça qui m'a aussi amené à rencontrer ma psychologue et à faire une thérapie cognitive et comportementale que j'ai commencé TCC en septembre 2023. Et donc je suis encore. Enfin là, je l'ai terminé. Je suis à thérapie des schémas maintenant. Du travail. et là, en un an, un peu plus d'un an, alors que je pensais être un cas perdu, où je me disais, je ne vois pas comment vous allez pouvoir m'aider tellement que. Mais en même temps, j'avais pas d'espoir, mais en même temps, j'y allais, donc j'avais de l'espoir de m'en sortir. Et au bout d'un an, là, ça fait longtemps que j'ai pas refait de crise d'angoisse. Mon anxiété, elle est là. Je sais, elle est dans un coin de ma tête. J'y pense souvent, mais tu arrives à la faire taire. En fait, j'arrive à la comprendre. Je sais quand elle se manifeste, quand je commence à faire parce que moi, c'était beaucoup de palpations. Par exemple, j'avais peur du cancer du sein, je me faisais des palpations, mais c'était pas une palpation par jour, j'en faisais 10, 15, 20. Des fois, je me faisais des bleus au sein tellement que je me palpais. Donc, il y avait vraiment cette peur. Ah, mais je scannais tout ce qu'il y avait sur mon corps. Dès que j'avais un petit bouton pas normal, j'allais chez le médecin. C'était l'enfer, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que tu vas chez le médecin, il te fait des prises de sang. Une prise de sang, il y a toujours une carence et c'est l'enfer. Un cercle vicieux dont j'ai mis du temps à m'en sortir. C'est l'enfer. J'ai un médecin un jour qui m'a dit, quand on cherche, on trouve. Bien sûr, on trouve tout le temps. C'est ce qu'ils m'ont dit. On trouve toujours quelque chose. Et du coup, tu t'en sors pas quand tu... Et donc, ça a pris du temps, mais là, ça m'a sauvée. Parce que là, il y a quand même l'anxiété. En fait, c'est ça le but de la thérapie cognitive et comportementale, c'est d'apprivoiser, de comprendre ton anxiété, de savoir comment elle se manifeste. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pensées, ensuite, il va y avoir des comportements d'évitement ou de sécurité. Et donc, dès que tu te fais ces comportements qui te soulagent sur le moment l'anxiété, mais en fait, ils viennent renforcer l'anxiété. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc, un très lourd combat avec mon anxiété, un très gros sujet. Et là, je viens d'en sortir, donc j'ai encore, je pense, pas assez le recul de comprendre vraiment ce qui m'est arrivé, mais c'est un sujet que j'ai vraiment envie de... C'est un sujet que je traiterai dans une émission future, l'anxiété. J'ai envie d'en parler parce que tu vois, quand j'ai vécu ça, comme l'hypersensibilité à l'époque, je me suis dit, mais il y a plein d'informations sur Il faut avoir le recul nécessaire. Ça sera l'objet de ton second livre, peut-être. Mais c'est surtout, en fait, tu vois, il y a beaucoup d'informations sur l'anxiété, sur les réseaux, beaucoup. Il y a à boire et à manger, c'est sûr. Il y a à boire et à manger. Tu lis un peu tout et son contraire. C'est un peu comme l'hypersensibilité, il faut pas se leurrer. Mais surtout, moi, il me manquait, c'est un témoignage. Parce que j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui me dise, voilà, j'ai cru que j'allais mourir, je pensais que j'allais pas m'en sortir, j'ai eu des idées noires, j'ai pensé au pire. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Et j'avais besoin de lire ça. Et j'ai jamais réussi à le lire. Et en fait, quand ma psychologue, elle me disait, mais j'ai une fille qui est dans le même cadre que toi, qui a réussi à s'en sortir, j'avais envie de la rencontrer, j'avais envie de savoir comment elle l'a vécu. Non, secret professionnel. Je ne l'ai pas fait. Mais du coup, c'est pour ça aussi que j'aimerais apporter par la suite mon témoignage, parce que ça doit faire du bien. Et c'est ce que tu fais là avec l'hypersensibilité, en fait, un peu avec ce livre, et puis tu en parles aussi. Et c'est ce qu'on fait là avec l'émission. C'est plus on en parle, plus il y a de chances qu'on touche des personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont peut-être se dire... Mettre des mots sur ces mots, Emmanuel, c'est aussi, ça fait... En fait... Aussi, ça fait tellement du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait tellement du bien de se sentir compris par quelqu'un qui dit « Mais attends, on vit la même chose. » Et de voir que certains sont sortis. Voilà. Ça fait tellement du bien de voir qu'en fait, on n'est pas destiné, par exemple, à vivre de l'anxiété toute sa vie. On peut réussir à s'en sortir, même quand on pense être un cas désespéré. On peut réussir à faire de sa sensibilité une force, même quand on pense que c'est la pire chose au monde qui puisse nous arriver. Et c'est aussi ce message que j'ai envie de transmettre, parce que je suis une personne... lambda entre guillemets, dans le sens où je suis comme madame tout le monde, j'ai pas eu de facilité dans la vie, mes parents sont ouvriers, j'ai galéré en fait dans la vie, et donc le fait de dire voilà, j'y suis arrivée, je pense que vous aussi vous pouvez y arriver finalement. Il y a pas de recette miracle, et c'est aussi ce message d'espoir qui, je trouve, est important, parce que quand on est dans le mal, quand on va pas bien, ça fait du bien de voir une petite lumière au bout du tunnel. Hypersensible, tu es. Proie idéale, tu es aussi pour les manipulateurs, n'est-ce pas? L'hypersensibilité. Oui. Est-ce que tu as une expérience à nous évoquer? Malheureusement. C'est important de te dire, de faire attention. C'est vrai que ça peut être des proies, ça fait un peu victime de dire ça, mais c'est vrai que les profils de personnes hypersensibles qui ont une très grande empathie, qui ont souvent qui aiment aider les autres, qui aiment sauver les autres, toutes ces caractéristiques-là
sont des, on va dire, comment dire, ça c'est des appâts pour ces vampires émotionnels. Et puis en plus, avec les traumatismes que j'ai vécus, tout ça, j'avais une grosse dépendance affective. C'est-à-dire que je tombais amoureuse de la première personne qui m'a accordé un tout petit peu d'importance. Et puis lui, là, je pense qu'il a su flairer la personne mal dans sa peau, qui cherchait le peu de besoin, ce besoin d'amour intense que j'arrivais pas du tout à combler. Et donc oui, je suis tombée sur pervers narcissique, pareil, c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers, mais en tout cas, il avait un peu le profil de manipulateur. Et oui, j'ai commencé cette histoire, mais j'ai écouté beaucoup d'histoires après sur ça, et ça ressemble. Il te donne tout ce dont tu as besoin, il te dit tout ce que tu as envie d'écouter, et puis une fois qu'il sait qu'il t'a bien dompté, et il commence à te dévorer. Et donc au début, ça commence par des petites remarques, ça commence par essayer de te faire changer qui tu es, ça commence ensuite par une main levée. Moi, je sais que c'était le premier, c'était un point levé en me menaçant, en roulant à 100 km/h dans une ville, en sortant, on était en une soirée qui se passait bien, il a pété un câble, il est parti, et moi j'étais folle amoureuse de lui, je suis partie, il est passé par la fenêtre, mais c'est des scènes qui n'ont aucun sens. Et du coup, une fois qu'il a levé la première main, que moi j'ai accepté, pas accepté, mais que... Ça y est, c'était parti. Voilà, j'ai pas posé ma limite et là c'était parti. Et après, c'est monté crescendo. Donc c'est les premières insultes. Et puis après, il y a la fois de trop où là, ça a été une nuit de violence totale. D'accord. Mais où les mots m'ont fait beaucoup plus de mal que les coups. Parce que c'était à l'époque, j'étais pas du tout bien, vraiment, j'avais pas bien du tout. Et je voyais une psychologue et il me disait tous les psys du monde ne pourront rien faire pour ton cas. Et ça, cette phrase, je me la suis répétée. Et elle ressort aujourd'hui. Elle ressort aujourd'hui parce que, même encore, pourtant, j'en ai parlé de cette histoire et je suis totalement OK avec. Elle me touche plus. Mais tous les psys du monde, elle m'a fait tellement mal que je me suis dit, mais en fait, même lui, il a raison. En fait, tous les psys du monde ne pourront rien faire pour mon cas. Et en fait, je suis un cas désespéré qui pourra jamais aller bien. Et il voulait me fracasser la tête contre le mur. Et il m'a fait des prises de militaire. Il m'a menacé de me fracasser la tête. Puis après, il a menacé de se suicider pour pas que je le quitte. Et puis une fois ça, il est revenu en pleurant en disant, j'aurais bien aimé te présenter à ma grand-mère qui est morte il y a 20 ans. Et je me suis dit, mais je comprends pas trop ce qui se passe. Et le lendemain, en fait, il a dit que c'était faux, que rien n'était arrivé. Et j'ai cru que j'étais folle. J'ai cru que j'étais folle. Je me suis dit, mais... Là, avec le recul, tu te rends bien compte que c'est lui qui avait un problème et non toi. Bien sûr. Et ma mère, j'avais au téléphone ma mère cette nuit-là parce que j'ai cru qu'elle allait me tuer. Que disait ton entourage? Tiens, maman, qu'est-ce qu'elle a dit? De cette relation ou de cet événement, ne serait-ce que de cet événement. On n'en a pas trop parlé avec ma mère cet événement. De la situation. De la situation, je pense qu'elle savait... Déjà, elle était très mal à cette époque-là. Elle était en dépression. Aussi, ça allait très, très mal. Ça n'arrange pas. Je pense qu'elle a toujours été très présente. Extrêmement présente. Quand j'allais pas bien, elle était là. Je savais qu'elle était là. Mais je pense que... Elle savait... Déjà, il y avait une histoire un peu aussi pareil avec mon père. C'était un petit peu comme ça. Il y a le schéma qui se répète. J'ai eu l'impression que le schéma se répétait. Mais... je pense qu'elle savait aussi que peu importe ce qu'on me disait, si moi, ça venait pas de moi, ce déclic de le quitter, j'avais tout perdu, toutes mes copines, j'avais quitté mon appartement pour lui, j'étais totalement isolée, il commençait à me couper de ma famille, donc et j'y retournais parce qu'après cette nuit-là, j'y suis retournée. Et pourquoi? Est-ce que tu arrives à te rappeler le pourquoi? Parce qu'il est revenu avec des fleurs en s'excusant, en me disant qu'il allait jamais recommencer, qu'il m'aimait trop et que l'hyper-empathie. T'arrives à te dire oui. Je sais pas, parce que je pense que je l'aimais et en même temps, je sais même pas si je l'aimais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y suis retournée, mais après, en fait, j'ai dit, par contre, la prochaine fois que tu me lèves je m'étais fixé une limite. Quand même. Si tu refais, ça y est, juste une fois, je pars. Et il a recommencé 2 semaines après. Et et je suis partie. Vraiment été jusqu'au bout de la limite. Je suis partie parce que, en fait, là, ça touchait plus moi, mais ça touchait mes études. Parce qu'en fait, quand j'ai eu des problèmes avec ma famille et tout, je me suis réfugiée dans les études. Et les études, ça a été mon refuge, ma survie, en fait. J'avais personnifié les études comme une personne à part, à qui je devais tout.
Et donc, vu que j'avais raté mon premier semestre à cause de lui, parce qu'il voulait pas que je révise la nuit pour être tranquille. La goutte d'eau. Il voulait pas que je révise le jour pour être tranquille. Donc, je révisais la nuit, en fait, et je faisais des nuits blanches pour être tranquille, pour qu'il me saoule pas. Et donc là, j'avais raté mon premier semestre et je me suis dit, si je reste avec lui, je vais rater mes études. Et c'était hors de question que je rate mes études. Comme et les donc, études étaient mes études, c'était très important. La chose la plus importante pour moi. Et donc, je l'ai quitté pour réussir mes études, en fait. Et ça m'a sauvée. Merci aux études. Merci les études, même si elles m'ont servi à rien aujourd'hui. À des gens de faire des études, à des ados et autres. C'est ça qui m'a sauvée. Mais justement, études, vie professionnelle, hypersensibilité et vie professionnelle. Comment on gère ça? Ouf, long sujet. Oui, comment ça se passe avec tout l'entourage dans la vie professionnelle? Alors, la vie professionnelle, ça a été extrêmement compliqué. Déjà, les études, moi, je voulais faire des études de psychologie. Enfin bref, c'était une conseillère d'orientation qui m'a dit, fais pas d'études de psychologie, fais des études de droit, il y a plus de débouchés. Je me suis dit, de toute façon, je sais pas ce que je veux, je sais pas prendre une décision pour moi. Ça a l'air de faire plaisir un peu à tout le monde parce que dans un milieu d'ouvrier, le fait d'être avocate ou juge, c'est une immense... Enfin voilà, il y avait de la fierté dans le regard de ma famille. Mais ils m'ont en aucun cas poussé. Mais le regard, voilà, le regard, rien que ça te poussait. C'est ce dont j'avais besoin. Et donc j'ai fait ça. Et après, une fois que je suis entrée dans le monde du travail, là, je me suis dit, ça va être très, très compliqué. Tu as fait ça, tu as fait des études de droit? Ouais, 7 ans. 7 ans d'études. Pour devenir juriste en droit du numérique. Ok. Donc j'avais passé l'examen d'avocat. Après, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait agent immobilier. J'ai arrêté, ça ne me plaisait pas. J'ai refait un master 2. Et je me suis spécialisée en droit du numérique parce que, un peu utopie, je me suis dit, je vais protéger toutes les données personnelles des utilisateurs. Il me fallait du sens. De toi. Franchement, je ne servais à rien. Parce que tout le monde n'en avait rien à faire du RGPD, de la réglementation sur la protection des données. C'était pas intéressant. En fait, le métier n'avait aucun sens. En tout cas, pour moi, il n'avait aucun sens. Oui, on peut trouver du sens. Ton témoignage. Mon témoignage, je ne trouvais aucun sens dans l'émission. Le monde de l'entreprise, je me suis dit, mais... Alors, je ne suis pas normale, encore une fois. Comment ça se fait que je n'arrive pas à m'adapter à ce monde auquel tout le monde s'adapte? Les procédures qui n'ont aucun sens, mais moi, ça me mettait en colère, en fait. Je me disais, mais je questionnais tout ce que je trouvais questionnable, en fait, mais que personne ne se questionnait. Donc, des fois, je disais... Les gens faisaient, ils se posaient pas de questions. Ils se posaient pas la question. Et combien de fois, je disais, mais pourquoi vous faites comme ça? Ça n'a pas de sens, en fait. Et ça, c'est vraiment l'hypersensibilité. Alors, a priori, c'est une des caractéristiques ou c'est aussi peut-être l'éducation, d'autres aspects? C'est beaucoup lié à l'hypersensibilité, dans le sens où déjà, il y a beaucoup de personnes hypersensibles, en tout cas, qui rencontrent ces mêmes difficultés. Parce qu'il va y avoir déjà ce côté authentique, qu'on a besoin d'authenticité. Donc, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup quand même... en tout cas, les entreprises que j'ai faites, j'ai pas envie de généraliser, mais voilà, mon expérience, beaucoup d'hypocrisie. Mais beaucoup d'hypocrisie. Il y avait une manager... première expérience. Après, je pense que la vie m'a dit, tu vas tomber que sur des entreprises qui ne te conviennent pas pour comprendre que ce n'est pas ta place. Parce que première entreprise, elle critiquait tout le monde et à un moment, il y a une fille qui lui dit bonjour. Elle se retourne, elle n'avait pas quitté la pièce, elle lui fait un doigt d'honneur. C'était le deuxième jour dans l'entreprise. Et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et beaucoup de... En fait, tout le monde parlait sur le dos de tout le monde. Tout le monde n'en avait rien à faire. Il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas. L'hypocrisie, du coup, les procédures qui n'avaient pas de sens. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de sens dans les missions que je faisais. Et puis, l'entreprise a revendiqué des valeurs, mais que derrière, en fait, personne suivait. On se disait, moi, on veille au respect de nos utilisateurs, mais derrière, on s'en foutait complètement. Et du coup, cette incohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, que moi, c'est un besoin, en fait. Je suis née authentique et je pense que c'est une de mes valeurs phares. Du coup, tout ce qui était pas authentique, ça me révoltait. Exaspérait, révoltait. Donc ça, c'est une... Je sais que c'est des difficultés que beaucoup de personnes hypersensibles rencontrent. Et souvent, on va se sentir hyper mal dans son métier, hyper mal dans une entreprise, parce que c'est vrai qu'on a besoin qu'il y ait certaines caractéristiques, certaines conditions plutôt présentes. Donc, travailler dans un milieu déjà où il n'y a pas trop de bruit, dans les open space, oui, c'est vrai qu'on est dans une ère de l'open space. Très compliqué, parce que le bruit, on est tout le temps constamment dérangé, c'est hyper fatigant. On a besoin d'avoir un travail qui va être en lien avec nos valeurs. On ne peut pas, en fait, travailler dans une entreprise où on va faire profit, on s'en fout du bien-être des clients, c'est profit. Ça va nous révolter, en fait. Donc, ça a été compliqué. La solution, je pense que tu pourrais me la donner, mais c'est d'être à son compte. Comme ça, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est là où j'ai trouvé ma voie, on va dire, l'entrepreneuriat. Alors, il y a beaucoup d'hypersensibles dans les solopreneurs. Il y a beaucoup mais encore, c'est pour ça que je fais pas trop de généralité, parce que j'aime pas trop parler au nom de tout le monde. Je trouve que chaque cas est différent. Il y a des personnes qui vont beaucoup s'épanouir dans une entreprise si elles ont la liberté de créer, elles ont une certaine autonomie, si elles sont créatives, si elles font un métier qui a du sens. Je pense que c'est possible de s'épanouir dans
dans le salariat sous certaines conditions. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être la voie idéale, idéale entre guillemets, pour les hypersensibles, mais maintenant, voilà, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Oui, il y a beaucoup il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Hein. Faut pas le fait de déjà d'être à son propre compte, c'est très bien. Mais moi, je suis une patronne hyper tyrannique envers moi-même, donc des fois, on n'est pas hyper tendre avec nous-mêmes. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi l'insécurité financière qui peut être hyper déstabilisant, créer du stress, de l'anxiété, hyper anxiogène. Donc voilà, quand on a qu'on est déjà quelqu'un d'anxieux, hypersensible à plein de choses. En fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il faut, selon l'hypersensibilité que l'on a, essayer de tâtonner. Et selon ses passions, selon ce qu'on aime faire, selon le cadre de vie qu'on aime avoir. Voilà, ça va être l'idéal, c'est de se créer un peu un métier, entre guillemets, sur mesure. Alors, j'aime mon métier, mais il y a quand même des choses que j'aime pas. L'administratif, je déteste ça. Et pourtant, ça fait partie de mon métier, donc c'est des choses qu'il y a à accepter. En proportion. Voilà. Et puis aussi, je trouve qu'on idéalise beaucoup le fait de vivre de sa passion. Moi, je l'ai énormément idéalisé. Je trouve ça génial de vivre de sa passion. Mais il y a aussi quand même des inconvénients. Parce que quand sa passion devient son métier, où il faut gagner de l'argent derrière, ça peut être frustrant, ça peut être difficile, il peut y avoir des désalignements entre ce qu'on fait. C'est quand même un juste milieu à avoir et un équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident. Donc il faut faire attention au burn-out qu'il peut y avoir derrière. Il faut être vigilant finalement. Donc il n'y a pas de voie idéale. Finalement, moi, je me demande... mais tu n'as peut-être pas la réponse à cette question. Je ne crois pas que tu l'évoques dans le livre, mais bon, tu peux me dire. J'ai un a priori sur l'hypersensibilité qui est que, parce qu'on parle de vie professionnelle, que les artistes sont majoritairement hypersensibles. Tu t'en penses quoi de ce que moi je pense? Alors tu penses que tous les artistes ne sont pas hypersensibles? Non, je pense que la majorité sont hypersensibles, que c'est une caractéristique de l'artiste, que l'artiste... on sera bon artiste si on est hypersensible à la base. Alors, je pense que la sensibilité est une merveilleuse qualité quand on est artiste. Ça, c'est certain. J'en suis convaincue parce que la sensibilité va t'offrir de la créativité, de l'intuition, de la curiosité, tout ce qui est nécessaire finalement au métier d'artiste. Donc ça, je pense en effet qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont hypersensibles. Maintenant, dire que tous les artistes sont hypersensibles, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, en tout cas, l'hypersensibilité quand on est artiste, c'est une énorme qualité. Quand on sait aussi l'apprivoiser, mais ça peut être qu'un atout dans son métier, mais d'acteur, de plein de choses finalement, parce que quand on ressent les émotions, on peut plus les interpréter. Donc quand on ressent les choses, souvent on a envie de dessiner, on a envie de créer, on a envie de voilà. Et donc ça, c'est un atout majeur pour ce métier, c'est sûr. Tu parles, et ce sera certainement l'une de mes dernières questions parce que je me rends compte qu'on est très bavarde. Non, mais j'aime bien, justement. Ce qu'il faut, c'est apporter de l'information aujourd'hui. Dans le livre, tu parles de vrai et de faux self. Oui. Qu'est-ce donc ? Alors le vrai self, ça va être l'identité profonde, en fait, ce qu'on est en dehors des croyances, des injonctions, des expériences de vie qu'on a. En fait, c'est notre nous le plus vrai, le plus authentique possible. Le faux self, donc tout le monde a un faux self, en fait, parce que c'est normal, finalement, de ne pas se comporter de la même façon avec son collègue qu'avec une amie. Ça serait un peu bizarre. Ça serait un peu bizarre. Ou avec son conjoint qu'avec sa famille. Voilà, c'est normal. Mais le faux self, ça va être les masques, finalement, qu'on porte pour s'adapter en société. Et j'en parle parce que moi, je sais qu'à force qu'on me reproche ma sensibilité, d'être mal dans ma peau, de ne pas avoir l'impression d'être à ma place et tout, je me suis totalement suradaptée aux autres. Et donc, je portais un faux self constamment. En fait, c'est la proportion du temps qu'on passe à être avec ce gros masque bien épais de faux self qui est embêtante. On peut finalement se perdre complètement sous ce faux self et se déconnecter totalement de son identité. Et moi, c'est ce que quand j'ai découvert mon hypersensibilité, on me demandait de me présenter, je me présentais qu'à travers les caractéristiques par lesquelles on m'avait défini, donc mal aimable, caractère difficile, chialeuse, mauvais caractère, voilà, je n'avais aucune qualité. J'étais incapable de savoir ce que j'aimais. Donc, trouver ma voie, ça a été vraiment par hasard. Mais j'étais incapable, je ne savais pas ce que j'aimais, j'avais aucune passion, j'avais aucune envie de rien. J'étais vide, je ne savais pas qui j'étais parce que je pensais que j'aimais tout ce que les autres aimaient en fait. À la fameuse question qu'on pose souvent en recrutement, peut-être plus maintenant, citez-moi 3 de vos qualités, ça aurait été très compliqué. Je les ai inventées. Je les ai inventées. Toi, tu dirais quoi? Les 3 qualités
À l'époque où... À l'époque, je disais... je me rappelle plus, parce que en fait, j'avais un trait... Je savais très bien me fondre dans la masse. J'étais un caméléon. En fait, je faisais pas méchamment. Complètement à la situation. Ouais, mais en fait, je me rappelle mon entretien pour la dernière administration que j'ai intégrée. J'étais persuadée que ce que je disais était vrai, en fait. On me disait, tu supportes la hiérarchie. Je dis, bien sûr. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Tu disais aussi ce que voulait entendre la personne. Ouais, voilà. Je répondais à ce qu'elle avait envie que je sois. Donc, on me donnait de la place, j'en prenais. On me disait d'être drôle, j'étais drôle. On me disait, sois discrète, j'étais discrète. Et au final, un vrai caméléon, complètement. Vraiment. Et après, on se perd, en fait. Et l'important, c'est de retrouver qui on est, parce que c'est là où la magie s'opère aussi. Et la découverte de l'hypersensibilité a permis de me reconnecter à Alors, je disais que c'était la dernière question, mais même pas. Il n'y a pas les conseils sur les petites... Eh oui, je vais déborder, mais ce n'est pas grave. Désolée. Non, ne sois pas désolée, parce que tu vas aider beaucoup de personnes. On dit bien, donc, hypersensible, du fardeau au cadeau, c'est un cadeau. Oui. C'est un cadeau aujourd'hui. Quels sont les conseils? Voilà, on en vient. Quels sont les conseils que tu donnerais à toutes les personnes qui pensent ou qui sont sûres d'être hypersensibles et qui nous regardent? Le premier conseil en tout cas, moi, que j'ai appliqué, et encore une fois, il n'y a pas de conseil miracle, ça va dépendre de chaque personne. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour une autre. Mais en tout cas, l'un des conseils que je donnerai à chaque personne, c'est déjà d'apprendre à connaître cette sensibilité. Comment elle se manifeste, de quelle façon elle se caractérise. Comme ça, le fait de comprendre toutes ces manifestations, déjà, d'une, ça les rend pas légitimes, mais en tout cas, on les comprend. On ne va plus les subir. Elles existent. Elles existent et on les comprend. Par exemple, comment cette hyper-empathie peut se manifester, comment cette hyper-émotivité peut se manifester. Et en comprenant, on peut aussi mettre en place des solutions. Donc, moi, je sais que la compréhension de mon hypersensibilité m'a énormément aidée. Ensuite, ça va être... de faire un travail plus en profondeur, donc d'aller au-delà de l'hypersensibilité en identifiant ses valeurs, en travaillant aussi sur son estime de soi, parce que on peut avoir une basse estime de soi, donc c'est important, mais l'estime de soi, ça va être aussi en faisant des actions, finalement, de faire des petits pas un peu chaque jour vers nos objectifs, tout ça. Ça va être aussi... finalement, le travail sur les émotions, indispensable. Le fait de comprendre ses émotions, qu'est-ce qu'une émotion dit de moi, comment en fait je peux apprendre à la réguler. Ça va être hyper important quand on a les émotions qui débordent. Ça, c'est essentiel. Et le fait aussi de comprendre que les émotions, c'est pas nos ennemis. Elles sont pas là pour nous embêter ou pour nous pourrir la vie. Nos émotions, si elles sont là, c'est pour nous envoyer un message. Et chaque émotion répond à un besoin satisfait ou insatisfait. Quand on le comprend, moi j'avais l'impression un peu d'être Sherlock Holmes. Je me suis dit, je ressens de la colère. Qu'est-ce que cette colère dit de moi? Et du coup, en fait, ça m'amusait ça m'amusait de me dire, là, la colère, ok, je crois qu'il y a une limite qui a été franchie. Quelle limite a été franchie? Celle-ci. Ok, la prochaine fois, je poserai cette limite-là. Là, je sens que je suis fatiguée, j'ai dû tirer sur ma corde, ou je suis épuisée, irritée. Pourquoi? J'ai vu trop de monde cette semaine. La prochaine fois, je verrai moins de monde. Et en fait, à force de comprendre ses limites, de respecter ses besoins qui sont quand même très intenses chez les personnes hypersensibles, on se reconnaît que c'est à soi-même. Et il y a aussi des petits conseils pratiques, entre guillemets, mais pour l'hyperesthésie notamment, il n'y a pas de conseil miracle, à part de, par exemple, il y a du bruit, des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Pour la lumière, des lunettes de soleil. Pour les vêtements, des vêtements en coton. Pour le goût, le goût, pas de grand-chose à faire, c'est de manger des choses qu'on aime et pas se forcer à manger équilibré, même en ne mangeant pas tous les aliments. Bien sûr, donc ça va être ces choses-là, mais surtout, donc, si je devais résumer, compréhension de son hypersensibilité, identifier ses besoins et les respecter, c'est besoin d'authenticité, d'apprendre aussi. On a besoin toujours d'apprendre les choses, mais quand on n'apprend pas dans un métier, par exemple, on peut s'ennuyer. Le fait d'identifier ses valeurs, ça peut être très important pour comprendre qui on est. Apprivoiser ses émotions, ça c'est essentiel. Et aussi son environnement. On peut pas bien vivre si on est au sein d'un environnement qui n'est pas adapté à nous. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ne nous acceptent pas tels qu'on est. Si on est toujours avec des personnes qui nous reprochent toujours constamment qui on est, ou qui vont être toxiques, négatives, on ne peut pas bien vivre. Donc, c'est aussi important de s'éloigner de ces personnes-là pour s'entourer de personnes bienveillantes, de changer de travail s'il y a besoin. Donc, de se créer son cocon, en fait. Et pour le créer, il faut apprendre à se connaître. Et c'est là où tu en es, Jennifer, aujourd'hui? J'apprends à me connaître. Je pensais que l'hypersensibilité, ça répondrait à toutes mes questions, à toutes mes souffrances. Et finalement, non. J'ai compris que l'hypersensibilité, c'était une première étape sur mon cheminement intérieur. Il y a eu l'anxiété en deuxième étape. Là, je fais les schémas. J'essaye de me déconditionner, d'apprendre aussi ce perfectionnisme aujourd'hui qui me pourrit un peu la vie. J'ai beaucoup de névroses, entre guillemets, que j'essaye d'apprivoiser, cette pardon en moi. En fait, je cherche
mon objectif ultime, c'est ma paix intérieure. Et je sais que ça va me prendre du temps, mais j'ai envie de cheminer vers ça. Et je sais que ça va être long. Parce que le chemin, ce chemin d'apprendre à se connaître, ça dure toute une vie. Je sais qu'il y aura des épreuves, des difficultés, mais j'ai envie d'apprendre à me connaître pour être en paix avec moi-même. Donc c'est ça va durer du temps, mais merci. Je prendrai le temps. Merci Jennifer pour merci tout ça. Pour vous, si vous voulez en savoir plus, je rappelle Hypersensible du fardeau au cadeau aux éditions Solar. On peut suivre donc Jennifer Ettoré sur le compte Supersensibilité, sur Instagram essentiellement, ou tu as d'autres réseaux ouais, non, Instagram. Sur Instagram. J'ai du mal avec TikTok. Voilà. Merci encore pour merci tout. À toi. Avant de se quitter, j'ai un tout petit jeu. Oui. Très, très simple, c'est juste pour finir sur une touche un peu différente. Oula. C'est le jeu du tu préfères. Donc, tu vas lancer le petit dé et puis tu vas regarder, tu préfères ça ou ça et tu vas choisir ce que tu préfères. Tu le lances en l'air sur toi-même, voilà. Bon. Alors, tu préfères, oui, tu prends... Te lever tôt ou te coucher tard? Te coucher tard. Je déteste me lever tôt. D'accord. On pourrait avoir envie de se coucher tard et de se lever tôt, ce qui est assez rare. J'aimerais bien, mais impossible. Impossible. J'ai besoin j'ai besoin au moins de 9 heures de sommeil pour vraiment être bien. Ouais. Alors, je vais parler de ta vie. Tu te couches à quelle heure? Là, on essaye de se coucher vers 22h30, 23h. Donc, je me réveille à 8h. C'est bien d'être à son compte, du coup. On n'a pas d'horaire... Là, je me suis levée à 6h45 ce matin, mais je suis épuisée. Ça ne se voit pas. Mais ça, voilà, elle a mis son masque. C'est ça? Oui, un peu. Après, ça fait du bien. J'aime bien aussi parler. Les échanges comme ça, c'est de la bonne énergie, en fait. Ça me stimule. Donc, oui. Mais non, me lever tôt, vraiment, mon copain pourrait répondre à cette question en disant impossible. Il met une demi-heure à me lever le matin. Et lui, lève tôt ou lève tard, le copain? Un peu plus tôt que moi. D'accord. Le réveil sonne, il se réveille. Donc ça va, vous êtes quand même calé. C'est lui mon réveil, parce que sinon, j'ai besoin d'un réveil qui me réveille toutes les 5 minutes. Allez, réveille-toi. Bon, merci encore, vraiment. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre régulièrement dans l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux et je voulais vous remercier énormément. Ça me touche. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je les lis tous et j'y réponds. Et si on a touché ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.